Tu es très concentré, là. Ah ben, j'attends la bombe. Il faut exploser. Bon, cette histoire-là, ça s'appelle pionnier. Ah, je ne sais pas, je ne sais même pas ce que c'est qu'un pionnier. Peut-être que tu peux m'aider, puisque c'est toi le pionnier. Alors, pour être, pour être plus précis, moi, je suis invité à participer à, à je crois que c'est une exposition, je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc, c'est un titre. Et moi, je suis un peu comme l'objet titré. Hein. Je ne sais pas exactement pourquoi je suis. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question, c'est moi qui organise les histoires. Et bon, enfin, tu te laisses titrer quand même. Ouais, je me suis toujours laissé titrer. Hein. Toi, mais tu sais que tu m'appelles parfois voyou, hein, donc moi, j'ai toujours accepté. Et voyou, tu es. Mais comment est-ce qu'un faiseur peut devenir un pionnier? Ouais. Là, on revient encore à la première question. C'est à ceux qui vont faire le bloc pionnier là, c'est à eux de poser la question. Moi, je fais des choses. Et si sur mon chemin, sur mon parcours, je rencontre des, des analystes, des observateurs qui font les recueillements et qui me mettent dans le tube à essai, moi, je dis, OK, ben, c'est comme un vaccin. Et moi, je dis, bon, versez-les-moi, on va voir. Ah oui, c'est toi le vaccin ou c'est eux qui fabriquent le vaccin? Je suis un produit. C'est-à-dire que les laboratoires se servent du produit pour faire un vaccin. Je ne suis qu'un produit. Est-ce que tu crois que le produit qu'ils vont faire pour faire le vaccin va soigner quelqu'un? Il faut poser la question aux laborantins. Même si Donc, là, on tourne en rond, là. Je dois tourner. absolument, c'est toi qui tournes. Et tu veux me faire croire que tu es un microbe, quoi, ou tu es une bactérie. Non, bon, de toute façon, s'il faut aller sur la base de pionniers, je pense que a priori, nous sommes tous pionniers, c'est-à-dire que nous initions à la base des choses qui sont propres à nous. Et ces choses-là doivent avoir des relations directes avec nous-mêmes, avec nos intentions, parfois dirigées, parfois naturellement. Il me semble qu'il y a des regards qui ont considéré par rapport à leur perception de l'environnement que je pouvais être dans le champ particulier, dans un champ particulier, qu'ils ont appelé ça un champ de pionnier. Mais qu'est-ce que tu penses de l'instinct? Tu dirais que tu es un instinctif, un animal, au sens noble du terme. Hein. Je ne suis pas en train de t'insolenter. Oui, non, même au sens animal, nous sommes des animaux humains, donc il ne faut pas avoir peur du mot. Donc, je pense que l'instinct le plus propre, c'est l'instinct sauvage, c'est-à-dire c'est l'instinct premier, c'est l'instinct classique, c'est la base des choses. Et je pense que dans le cheminement d'un animal, il y a des étapes. Il y a l'étape de la conception qui parfois est très indépendante de l'animal qui naît. Il y a l'étape de la naissance qui est le déclenchement du vécu de l'animal qui évolue, qui se transforme, qui se laisse emporter par le coup de vent, voilà, qui voltige, qui roule à masse mousse. Non, depuis le temps que je traîne avec toi, hein, quel animal es-tu devenu? Je sais que tu vas me dire que tu es le même animal, mais tu as dit qu'on est poussé par les bourrasques, on grandit, on prend du lait ici, on prend du whisky là-bas. Donc, on n'est pas forcément le même animal, même si l'essentiel de l'animalité reste là. Non, je pense que je suis devenu un animal qui a ses tâches à l'intérieur et qui essaie de les révéler. Quelle tâche? Bon, les tâches on va dire, de son développement, de sa métamorphose. Ça peut être des tâches pas voulues, il y a des tâches qui sont parfois des blessures, des plaies. Il y en a qui sont incrustées d'une manière naturelle parce qu'on grandit, on a des expériences et tout. Je suis, on va dire, enfin, je deviens l'animal que l'on ne veut pas être, en fait. Et moi, c'est un peu ce que je suis dans mon âme. Peut-être que je me vois, peut-être que je m'observe. Et du coup,
c'est un animal qui a ses poils à l'intérieur, qui a ses écailles à l'intérieur, qui essaie de les révéler, de les ressortir dans son propos, dans ses attitudes, dans sa façon de faire, dans son regard, qui sont un peu, on va dire, chargés de ces moments de parcours. Voilà, pour dire les choses simplement. Est-ce que tu sens une différence entre l'animal intérieur, les tâches intérieures et les tâches que tu fais voir? En fait, si je vais sur la logique que cet animal-là, ce n'est pas que moi, c'est toi, c'est tout le monde. Hein, parce que là, je fais un portrait qui semble être mon portrait. C'est le portrait de Simon que je fais, c'est le portrait de Taïou, c'est le portrait de tout le monde. Je pense que je suis porté à être un animal qui n'est pas. Voilà. C'est un animal qui se voile, c'est un animal qui finalement a compris que peut-être un masque en tissu pouvait être nécessaire et qui maintenant montre ses masques, peut-être qu'il est obligé à le montrer. Et donc, c'est une situation, à mon avis, qui me semble naturelle aussi. C'est-à-dire mon état, ma posture, mes attitudes. Il me semble que c'est des étapes qui font partie du contexte. Et ça peut être provoqué par par une forme de ressentiment, de ressenti, ou même, on va dire, des revers que j'ai peut-être j'ai pas pu surmonter, des trahisons par rapport à ma présence sur la sphère. Et parce que j'ai cru à certaines choses que j'avais, qui était à la base on va dire quoi, de ma fabrication, de mon introduction au cœur des hommes. Et je me suis rendu compte que quelquefois, ce que j'ai reçu comme enseignement n'était pas du tout réel, peut-être par stupidité ou bien par innocence. Moi, je pense que c'était plus par innocence. Ah oui, tu as été innocent un jour. Non, je suis innocent. Pas que j'ai été. Je suis pas au passé. Je suis innocent. Est-ce que tu pourrais dire honnêtement aujourd'hui que tu es aussi innocent qu'hier? Non, ma pureté m'indique que mon innocence est au summum par rapport à ce qui m'entoure. Donc, parce que j'ai quand même la perception de remarquer, de dire c'est un mensonge, parce qu'en fait, je suis un menteur ambulant, hein, mais le fait que je puisse assumer ces mensonges-là, en fait, dénote de mon innocence. Alors, forcément, celui qui n'arrive pas déjà on va dire, assumer ces mensonges, il est moins innocent que moi. Et moi, je suis un parfait innocent. Mais tu parlais des masques tout à l'heure. Quand je te regarde, hein, avec ton sourire et tes dents, j'ai l'impression, chaque fois que je te vois porter un masque, que quand tu l'enlèves, c'est la même chose. C'est-à-dire que le masque est un trompe-l'œil et qu'en l'enlevant, c'est toujours la même chose qu'on trouve derrière le masque. Exactement. Tu as vu? C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis un innocent. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'innocence. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, mes écailles intérieures, puisque ce pas des choses que je peux transporter sur ma peau, je trouvé un moyen à l'ouvrir aux yeux de ceux qui sont sur le chemin de l'innocence. Toi, tu es sur le chemin de l'innocence, donc tu peux me repérer. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore, on m'a dit, au réveil à l'aube du grand voyage vers le chemin de l'innocence, ils ne peuvent pas remarquer ce que tu remarques. C'est mon combat. Enfin, mon combat. En fait, c'est ce qui peut-être me dirige, qui me gouverne. Comment arriver à être ce que je suis à l'intérieur et à l'extérieur. C'est un peu ce qui motive ma respiration quotidienne. Voilà. Et tu es un animal solitaire ou tu es un animal social? Moi, je suis un confiné de première classe. Hein. Aujourd'hui, on découvre. Donc, je suis un peu le podium sur lequel défile la foule. Donc, mon état de solitaire, c'est parce que je suis toujours dans la foule. Et c'est une foule que j'observe, parce que la foule, en fait, c'est le grand mammouth. Mais je suis un peu comme les yeux de cette foule.
comme des organes de cette foule. Donc, pas vraiment solitaire, non. Je suis plutôt quelqu'un de, de, de banal. De banal, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans n'importe quelle situation, dans un vêtement, dans... voilà, je suis pas, non, je suis pas solitaire. Parce que c'est... Oui, mais si je t'écoute bien, en fait, je t'écoute pas si bien que ça, je t'entends. J'entends des choses que tu ne dis pas. Est-ce que la foule, C'est à toi d'essayer d'écouter. Hein. Ton boulot, hein, moi, je parle. est-ce que la foule, c'est pas le meilleur endroit où se cacher? Non, la foule, pour celui qui veut se cacher, c'est le meilleur endroit pour se cacher. Mais il y a des foules qui ne se reconnaissent pas foule. Tu sais, il y a la foule qui est masse, il y a la foule qui est foule. Mais moi, je suis la foule qui ne se cache pas. Je suis la foule qui se révèle. Et ce qui m'intéresse dans la foule, c'est que c'est un peu le portrait de, 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 de l'individu. C'est-à-dire une foule, c'est une somme d'individus, mais moi, je suis un peu le portrait de toutes ces sommes-là. Parce que je ne fais pas foule pour faire foule, je fais foule. En fait, je rentre dans la foule pour mieux comprendre, pour mieux comprendre ma foule intérieure, pour mieux voyager dans ma, on va dire, euh, dans ma population intérieure. Parce qu'en fait, je suis sujet de sujet. Je suis un sujet monde, on veut le dire comme ça. En fait, c'est ce que je ressens quand je suis dans la foule. J'ai l'impression que que cette foule-là, je l'ai dans moi aussi, quand je suis au milieu de cette foule. Et ce n'est pas de la philosophie, c'est la réalité. Hein, voilà. C'est peut-être pour ça que je suis parfois interpellé sur le podium pour faire foule. Justement, il y a eu des choses. On va aborder un sujet là, mais on va vite le tuer. Mais c'est toi qui m'entraîne à ça, c'est-à-dire que tu es foule. Et donc, que penses-tu, où t'est-il arrivé qu'on te mette dans des boîtes auxquelles tu n'appartenais pas? C'est-à-dire que les gens refusent de voir que Pascal Martin Taillou est foule, il n'est pas individu et qu'il contient la somme de tous les humains, comme tous les humains devraient le faire. Donc, est-ce qu'on t'a déjà mis en boîte et comment est-ce que tu réagis quand on te met en boîte? On revient à l'animal tout à l'heure, c'est un petit peu comme si on met un animal en cage. En fait, on ne me met pas en boîte, je suis en boîte. Je sais, parce qu'on peut être dans une boîte sans le savoir. Et moi, je pense que je suis en avance, en fait, sur mon geôlier, sur mon... Je suis en avance sur mon, on va dire, Ton sur boiteux mon ou boiteur, ton emboîteur. mon emboîteur, mon gardien. Je suis en avance. Mais en fait, pour moi, ma posture ne se situe pas à ce niveau. Je me dis que, vu que je suis en avance, il n'y a que moi qui sais que je suis en avance. Puisque même, parce que celui qui est mon emboîteur, lui, il emboîte. Donc finalement, moi-même, qui pense être son prisonnier, c'est lui mon prisonnier. Mais nous n'avons pas la même attitude pour comprendre ce niveau de perception. Tu vois, et je pense que c'est ce qui fait que je n'ai pas de souci de traverser d'une chambre à une autre, voilà, parce que j'essaie déjà un peu, en fait, parce que nous sommes un peu, enfin, quand je dis nous, je dis, je suis construit pour fonctionner dans l'ignorance, en fait. Mais je sais que je suis construit comme ça. Et cette conscience-là fait que je suis à la lisière de l'ignorance, parce que reconnaître que tu es ignorant, tu n'es pas ignorant. Non, tu viens de devenir hegelien. Hegel qui disait on ne sait pas ce que l'on sait. Oui, tu vas dire pardon, moi je parle. C'est toi qui invites Hegel ici. Ce gars-là, je ne le connais pas. Je sais. Mais Voilà une autre boîte que tu ouvres tout de suite. Tu me mets dans une autre boîte tout de suite. Tu dis bon voilà, voilà. Et voilà, voilà. C'est ça. Alors, oui, mais oui. en l'occurrence, je suis ton geôlier et toi, tu es en avance. Ah ouais, mais tu as mangé. En fait, que tu penses que tu as des galons. En fait, tu n'en as pas. Moi, c'est ça le truc. Et moi, je ne pourrais pas rentrer dans comment, pourquoi tu es, pourquoi, parce que ce n'est pas là le propos. Le propos, c'est la rencontre. C'est
c'est laisser chacun dans son univers de ses rêveries, parce que moi aussi, je suis dans des rêveries. Bien évidemment, tu vas dire, mais il est fou celui-là. D'ailleurs, c'est pourquoi tu m'appelles le voyou. Parce que tu dis, mais bah, non, il n'est pas dans la logique. Donc, forcément, il est voyou, puisqu'il n'est pas dans la logique dans la logique que je défends. Alors, mais moi, je suis dans une logique qui accepte toutes les logiques. Tu as vu, ça, c'est là qu'il dit, s'il faut rentrer maintenant sur un ring, je vais alors être un papillon qui va éviter tes coups, je vais jouer un peu Mohamed Ali, et tu dis, bon, j'évite tous les coups parce que je sais le faire. Et trop de logique tue la logique. Et j'admets, j'affirme et je confirme que tu es un voyou. Parce que tu l'admettes ou non, tu portes toujours une distance assez ironique sur le monde qui t'entoure. Je ne dis pas que c'est pas qu'il n'y a pas de fraternité, mais qu'il y a, c'est là où je creuse ton histoire d'être en avance. Je crois qu'il y a toujours un peu d'ironie, un peu d'humour quand tu regardes les choses. Tu regardes, je te vois bien en train de dire, mais c'est quoi ça? Hein? À quoi ça sert tout ça? Et donc préserver l'animal intérieur, les écailles, et jouer avec l'extérieur. Il y a une chose que je trouve, je pense que je suis la notion de chance, la fortune, la chance. Moi, j'ai la chance qu'il y a quelques gens sur cette planète qui me laissent migrer dans mes territoires inconnus et qui me donnent l'impression qu'ils sont intéressés. Et ça, c'est un grand support. Je pense à toi, je pense à plein d'autres personnes. Ceux qui me disent, bon, Pascal, on ne t'a pas compris, mais on t'a compris. Et voilà. Et moi, je pense que c'est... Parce que généralement, on ne comprend personne. C'est soi qu'on comprend. Et moi, je pense que c'est un grand luxe que d'avoir des gens qui te disent, on ne comprend pas, mais on a compris. Et tu dis, c'est soi qu'on comprend. Est-ce que tu te comprends toujours? Et moi-même, Est-ce je me que... comprends. C'est ça la question que tu poses là. Alors, tu vois, parce que je suis tellement dans ce truc. Ce matin encore, avant ce Zoom, j'avais notre Zoom avec une demoiselle qui disait, elle m'avait envoyé un test qui était écrit sur moi et qui disait, bon, moi, je comprends que vous avez, merci d'avoir pensé à moi et avoir écrit ce test, mais ce que j'observe, c'est qu'en fait, vous avez raconté que ce que tous les autres racontent, je ne vous vois pas. Je ne vois pas votre regard par rapport à moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une pensée peut-être critique qui vous représente par rapport à ce que je dis. Bon, je crois que vous avez fait en confort avec une autre... vous allez trouver des informations, vous avez fait des petits... Vous avez tissé votre toile, mais ça, c'est ce que les autres disent. Qu'est-ce que toi, tu dis? Et elle disait, mais le truc, c'est que Pascal, c'est que toi, on n'arrive pas à te saisir. Je dis, mais moi, est-ce que je suis un poisson? Pourquoi tu veux me saisir? Pourquoi tu veux me saisir? Il ne s'agit pas de me saisir. Il s'agit que tu te saisisses toi-même. Nous sommes dans l'espace de fabrication. L'espace C'est vrai, il y a des codes comme ça qui survolent au-dessus de notre raison. Mais nous sommes en pleine folie. Et il s'agit de voir comment remettre cette folie à côté d'autres folies, qui soient en accord avec notre enfin, parce que c'est des humains. Si nous sommes des humains, animaux, donc voir comment on peut trouver un moyen pour remettre des lignes à côté d'autres lignes. Mais si vous cherchez la vérité, je n'ai pas de vérité. La seule vérité que moi j'ai, c'est que je veux dire des choses telles que je ressens. Pas pour étouffer un autre point de vue, parce que j'ai la conviction que ce que je ressens est la vérité. Maintenant, si vous répétez une vérité, elle devient un mensonge. C'est-à-dire, vous mentez, vous ne dites pas ce que vous pensez. Là, vous êtes un menteur. Ça, c'est le mauvais mensonge. Parce que le bon menteur, c'est celui qui dit la vérité, auquel on ne croit pas. C'est un peu la figure du prophète. Mais ça me rappelle un truc, justement, nous vivons dans un monde, et particulièrement celui qu'on appelle le monde de l'art, qui est pourri de codes. Et les codes, ça tue les humeurs, ou ça les emboîte, encore une fois. Et je me souviens d'un jeune homme qui ne voulait pas se définir comme artiste. J'étais avec lui un jour, et il y a un soi-disant commissaire qui arrive, et le jeune homme regarde tout ça avec
sa distance ironique. Donc, le commissaire regarde son travail, regarde toutes les choses et dit, c'est très bien, ça va, le CV, ça va, le travail, ça va, vous allez être dans mon expo. Moi, j'étais dans un coin là, je suivais tout ça. Donc, le jeune homme dit, non, pardon, on n'a fait que la moitié du chemin. Maintenant, il faut que vous me montrez votre CV, il faut que vous me disiez vos tripes, parce que vous avez vu mes tripes, mais vous, c'est quoi? Donc, ton anecdote sur ton Zoom de ce matin me fait penser à ce truc qui est soi-disant dicté par les codes et qui est aussi dicté par les gens qui portent des chapeaux. Les gens disent, lui, il a un chapeau comme ça, lui, il a un chapeau comme ça. Donc, ils se trouvent prisonniers, non pas d'eux-mêmes, mais du chapeau. Oui, Parce qu'ils se disent que quand on porte ce chapeau, on doit se comporter comme ça. voilà. Et toi, tu changes de chapeau tout le temps, selon les saisons, selon les humeurs, selon les émotions. Non, je pense que euh, lorsqu'on rencontre des gens, c'est pour les rencontrer, Simon. Je, ne, bon, je comprends qu'on fonctionne avec des stéréotypes, ce que tu as appelé des codes. Moi, je trouve ça normal. C'est des repères. Mais les repères ne doivent pas être des prisons. Puisque les repères révèlent des marches. Et je pense que dans le cadre de mon activité, de mon quotidien, je suis à la marche tout le temps. Pas parce que je veux faire la révolution, non. Parce que je sais que c'est la marche qui crée la page, qui écrit la page. Tout ce que, si je m'habille aujourd'hui comme ça, c'est parce qu'on a osé quelque part. Et je me dis, c'est instinctif de réagir comme ça. C'est un instinct de survie. Et c'est là, justement, qu'au départ, on a parlé de l'instinct de l'animal, que je trouvais que c'était ça, la qualité essentielle de l'humain. Parce que lui, il réagit pour pouvoir se projeter. Et moi, je pense que dans mon espace inconnu, je fais ce que mon étudiant appelle les non-endroits, les non-lieux, les utopies. Et ce n'est pas parce que c'est utopique que ce n'est pas réel, parce que c'est à partir de l'utopie qu'on fabrique le réel. Et je sors trop de ces trucs, en fait, de cette pensée carrée, située, qui emprisonne la liberté simple de respirer, de bailler, de sourire. Et après, on fait ce qu'on veut avec tout ce qui a été accumulé dans nos greniers. Mais ce qu'on accumule ne doit pas être des minutes. Moi, peut-être c'est la raison pour laquelle, pour certains, pour ceux qui m'écoutent, parce que c'est aussi encore une fortune, une chance que les gens se penchent sur mon berceau, moi naissant, et me disent, ah mais Pascal, mais finalement, t'as fait des merdes, mais ça sent bon. Hein. On revient encore aux émotions fécales. Ah bah ouais, bon, toi, on se connaît très bien. Tu sais comment on s'est rencontrés, Simon. Moi, je te connais bien, je sais comment je t'ai rencontré. Bon, voilà, attends, en fait, tu essaies de me faire l'interview, mais en fait, je parle de toi quand je parle de moi. Et moi, je ne te fais pas l'interview, hein. Moi, je cause. En fait, c'est toi-même le pionnier, c'est pas moi, en fait. Revenons à l'affaire du mensonge qui m'intéresse beaucoup. Bon, tu vas dire ce que tu veux, mais pour moi, le menteur qui assume son mensonge est probablement plus libre que le menteur qui n'assume pas son mensonge. Parce qu'une fois qu'on a assumé son mensonge, qu'est-ce qu'on a à cacher? Et cela me fait penser à une grande théorie. J'emploie le mot exprès hein, pour que ça te hérisse le poil. Une grande théorie qui me semble avoir été la ligne de ton instinct. C'est-à-dire, il y a la chambre propre et la chambre sale. Et donc, la chambre propre qui participe un peu de l'hypocrisie, qui participe du mensonge non avéré. Pourquoi on reçoit les gens? On va faire une chambre propre et mettre tout le bordel dans une autre chambre. Et toi, tu me disais, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la chambre sale, c'est de montrer la chambre sale, parce que comme ça, on ne s'embête pas.
Et donc, est-ce que ce n'est pas ça le mensonge mensonger qui est la vérité? C'est-à-dire qu'au lieu de faire une chambre mise en scène, on va derrière et on montre le bordel, qui lui aussi, malgré son apparence de bordel, est aussi notre mise en scène. Oui, mais sauf que nous sommes sur la piste de la vérité. C'est l'action qui est importante. Ce n'est pas ce que l'on voit qui est important. C'est une posture mentale. Hein? C'est que, mais est-ce que je dois passer mon temps à mettre des cravates alors que je sais très très bien que je vais me mettre une corde au cou? Non, de toute façon, c'est que tu as un truc de comorbidité qui fait que si tu mets une cravate, ça va t'étrangler. Et comme tu n'es pas encore vacciné, tu ne vas pas t'amuser à te cravater. Non, on va revenir. Non, là, si on va par là, pour ceux qui nous écoutent ne vont pas comprendre. C'est pour dire ceci. Je voulais dire que la démarche, elle est plus importante parfois que la conclusion, que la finalité. C'est-à-dire, je veux aller au marché. Le fait seulement de penser que je vais au marché, c'est déjà bien. Ça me conditionne dans l'action. Parce que on peut aussi t'obliger à aller au marché, mais c'est toi, je vais, je veux. Mais si on dit va, c'est autre chose. Et quand j'ai parlé dans cette histoire de salon et d'antichambre, de chambre d'antichambre, c'était parce qu'il y avait un contexte, bien évidemment. Et le contexte, c'est que tout à coup, je me réveille en pleine journée. Je me dis, mais putain, il fait noir. Pourtant, il est midi. Je dis, mais pourquoi il fait si noir alors qu'il est midi? Pourtant, il n'est pas 24 heures. Et donc, ça, c'est le contexte. Et le contexte, il est géographique. Et voilà. Mais le contexte qui m'interpelle vient d'autres frontières. C'est un coup de vent qui, tout à coup, me réveille. C'est-à-dire, normalement, le coup de vent, ça arrive peut-être à l'aube ou bien aux heures avancées de la nuit. Mais ce coup de vent arrive en pleine journée sur mon territoire. Je dis, mais ils m'ont toujours dit qu'il y avait de la lumière, mais pourquoi tout à coup je vois qu'il fait noir? Parce que j'ai découvert tout à coup qu'on m'a toujours dit que le noir, que la lumière était l'obscurité. Et que l'obscurité, et tout à coup, il y a tout qui me fait que je découvre cela. Donc, je dis, bon, je dois me positionner comme étant, on va dire que l'objet à explorer. Donc, l'objet à explorer doit explorer son environnement. Il doit donc trouver des attitudes pour pouvoir traduire son sentiment, son émotion. Et j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, bon, si je vais là où on jette tout ce qu'on n'aime pas, si je vais là où on rejette tout ce qu'on déteste, peut-être que tout ce qu'on a jeté tout le temps là, c'était ce qu'il ne fallait pas jeter, hein? Puisqu'on m'a toujours dit que le noir était blanc, alors que c'est le blanc qui est blanc. Donc, j'ai fait un retour en arrière. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu dans mon comportement à moi. Là, tu parles d'hypocrisie. Je ne voulais pas parler d'hypocrisie tout à l'heure. Je faisais tout pour ne pas dire hypocrisie. Voilà. C'est ce que l'humain est. En fait, l'humain que je me voyais ou que je suis. Je me voyais gluant, glauque, puant. Et j'ai dit, en ce moment-là, je dois essayer de me faire une forme ils appellent ça là, de lavement, de nettoyage. Ils ne vont pas comprendre. Le nettoyage des mœurs tripes. On appelle ça, dans le langage populaire africain, le lavement. C'est-à-dire, je vais ingurgiter un produit qui va nettoyer mes tripes intérieures. Les tripes, c'est là que passe toute la merde. Hein. Et voilà. Donc, mais ça, c'est personnel. C'est une attitude personnelle. Parce que je voyais très bien que personne ne pouvait me suivre. C'est-à-dire que personne ne pouvait me suivre parce que nous tous qui ont été habitués à organiser de grandes fêtes pour célébrer nos défaites. Comment tu peux dire aux gens que maintenant il faut organiser des fêtes pour célébrer les victoires? Mais ça ne marche pas. On organisait les fêtes pour les défaites, pas pour les victoires. Et donc, il fallait trouver un moyen à ça. Et donc c'est un état d'esprit. C'était un état d'esprit.
on va dire, personnel. Donc, toutes ces petites phrases-là, chambre obscure, c'est d'abord moi, là, je me regarde et je dis que, mais toi, là, t'es un con. Comment tu passes le temps à dire que tu... Alors que ce n'est pas vrai. Et je regarde autour de moi, je vois tout le monde, je vois que tout le monde est carrément, la foule, comme je disais tout à l'heure, la foule, elle est folle. Je dis, mais les mecs, vous ne voyez pas que vous êtes tout nus? Il dit, non, nous sommes habillés, on a des cravates, on a des vestes, on a des gants. Non, mais vous êtes nus, les gars. Tu as vu? Donc, alors, je dis, il faut trouver un moyen pour dénuder à nouveau la foule. Pour la dénuder. Peut-être dans l'habillant plus. Ah, voilà. Et c'est là qu'est arrivé le phénomène que j'ai appelé la chambre obscure, chambre noire. Ça dit que nettoyer. Ça dit qu'il faudrait que moi qui me considère comme un lieu inhabitable, tout à coup, je dois devoir nettoyer cet taudis-là. Donc, ce qu'on a appelé le crotisme, pour dire le taudisme. Donc, il fallait donc, parce que j'ai voulu faire sérieux. J'ai trouvé un isme. Parce que le isme, ça peut être un appât pour mieux faire me comprendre. Parce que quand tu dis cubisme, impressionnisme, ça fait sérieux, hein? Donc, j'ai fait taudisme. Mais en fait, il m'en fout de tous ces ismes-là. C'était une façon de me positionner à la guerre comme à la guerre. Et j'ai bien vu, moi, tout gringalet que j'étais, tu m'as vu m'appécier, hein? Tu as vu comment je me suis engraissé, hein, Simon? Mais tu vois, tu as vu cette époque-là, j'étais tout effilé comme ça là. Entre-temps, je suis tombé dans un tas de graisse, je ne sais pas comment ce qui s'est passé. Voilà. Donc, quand il disait ça... Tu étais jeune, beau et innocent. Voilà. Non, je suis resté gras et innocent. Alors, quand je disais ça à cette époque, je le disais d'abord pour pouvoir me libérer de mes propres cordes. Et c'était une innocence engagée. C'était vraiment un engagement et je n'ai pas changé, sans te mentir. Disons que... Non, c'est ce que j'allais avancer. C'est que tu parles au passé. Je crois que tu es au présent, que ce passé est présent. Je me souviens de ces scènes où, et ça ne date pas seulement d'avant-hier, même hier ou même demain, où tu étais dans ta stratégie, toi qui en as parlé, de dénuement ou des dénudations, je ne sais pas, de jouer justement sur l'ambiguïté de qui est habillé, de renverser la table, comme on dit, en disant, toi qui es là, tu es qui? Toi qui me dis que je suis, toi tu es qui? Donc de forcer un peu les gens à regarder les choses différemment. Mais je ne vois pas aujourd'hui, je repense à la jeune femme de ce matin. Je ne vois pas aujourd'hui en quoi tu as changé. Bien sûr, tu as grassi. Bien sûr, le cheveu est plus rare. Mais, J'en ai même plus. mais finalement, c'est la même stratégie de confrontation non confrontationnelle. C'est-à-dire, moi, je suis là, vous êtes là-bas, chacun son truc. Oui. OK. En fait, tu veux dire qu'en fait, je suis toujours un peu dans l'observation, on va dire, c'est l'action des actions. On invente, hein? Voilà. Oui, oui. C'est pas l'action actionnée, mais c'est l'action des actionnés. Alors, non, parce qu'en fait, tu sais, à un moment donné, on peut tomber dans des pièges, hein? Parce qu'en fait, tu sais, le militantisme, là, c'est bien. Mais j'ai bien vu que plein de militants, ils montent dessus. J'ai aussi vu qu'il y en a qui sont même battus pour la liberté et ils n'ont jamais eu cette liberté. Et je me suis dit, mais alors, est-ce que finalement, il s'agit de courir et de faire beaucoup de bruit? Je dis, peut-être que c'est l'action. Tout à l'heure, j'appelais ça la démarche est plus importante que la finalité. Je peux venir te montrer un grand plateau écrit dessus, liberté. Ou bien je me balade avec des t-shirts liberté. Mais si je ne vis pas cela, ou bien si je le fais comment dire, si je le fais par calcul, parce que généralement, c'est par calcul. Et moi, je l'ai bien vu, j'ai vu tout de suite que, en fait, que l'invention est venue créer de nouvelles formes d'invention dans l'invention. J'ai vu très, très vite. J'ai dit, bon, je ne prends pas ce chemin battu. Je n'existe pas. Tout ce que je veux, c'est d'avoir un filet d'oxygène pour respirer.
Et s'il y a des gens qui osent m'écouter, je leur dis ce que je pense. Et c'est ce qui se passe. Tout à l'heure, tu disais, pourquoi tu acceptes ça? Non, moi, je dis seulement, comme vous êtes venu me voir, discutons. Bavardons, discutons. Et moi, je disais que, je ne sais pas, j'ai cette fortune que j'ai des gens qui me suivent et je comprends ce qui est derrière les projets. Il ne s'agit pas de dire, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, parce que quand tu vas dans ce sens, tu rentres dans la systématisation et tu ne comprends même pas. Parce que les gens, ils font des choses parce qu'il y a un système qui a dessiné des courbes à suivre. Et moi, je sais très bien. Mais j'ai envie d'arracher ces crayons-là et de donner à n'importe qui dessine ta propre courbe. Ce qui m'intéresse. Et ce n'est pas pour faire le beau, non, parce que c'est comme ça que je suis. Parce que c'est ce que j'aurais voulu que nous soyons, parce que c'est ce qui m'a fait ce que je suis. Je fonctionne par, on va dire, par instinct. Et l'instinct ici, là, il faut remettre la raison dans l'instinct. C'est-à-dire, c'est un peu comme une forme d'émotion, mais il faut replacer la raison au centre de mon émotion. Et que l'émotion reste émotion. Ça ne devient pas la raison cartésienne. Parce que la raison cartésienne, là, c'est une espèce de cadre comme ça, là, orthonormés, on ne s'en sort pas. Parce qu'en fait, il n'y a plus du rien, il n'y a plus de vérité. On est dans des postures de conformité. Mais tant mieux si ça vous engage, mais je dis tout simplement que vous verrez qu'il y aura plein d'obstacles devant là. Rien ne vous empêche, je n'ai pas sur ça. Parce qu'à la base, nous avons des outils pour construire nos outils. Et ça, c'est instinctif. Après, il y a des cadres sociaux, comme on peut dire. C'est-à-dire, on peut rentrer dans les champs, on va à l'école, l'éducation, machin, truc. D'ailleurs, même dans tout ce que tu verras, qu'aujourd'hui, j'essaie de proposer formellement, je cache un peu ça dans les plis. Parce que je dis, je ne suis pas là pour décréter des vérités. Je ne suis pas là pour dire, non, moi, j'ai regardé ça là. Que pensez-vous de ça? J'ai un cadre qui me permet de pouvoir installer mes CIMES et je viens dans le cadre et j'accroche mes CIMES. Je dis, que pensez-vous de ça? Et, vous pensez comme ça? Vous êtes sûr? Et parfois, je raconte des histoires pour remettre en cause. J'ai dit, mais imaginez que le monde que nous vivons disparaisse tout à coup. Dans les espèces de vérité comme ça. Imaginons que ce monde disparaisse et que tout à coup, après un siècle, le monde réapparaît et que l'envers est à l'avers. Il dit non, ça ne peut pas être. Je dis, ben, qui aurait cru que ce qui est là devait être comme ça? C'est des choses qu'on rencontre et dont le rêve permet peut-être de me restituer ou bien de restituer ou de restaurer mon instinct, Pascal. Non, mais c'est une façon de conserver l'émotion tripale, plus fécale cette fois-ci. Parce que tu parlais du militantisme, et j'ai l'impression que ce sont des animaux bizarres qu'on retrouve partout. Parce que le militant a une vérité unique qui tourne à la dictature. Parce que quand il vient énoncer son affaire, c'est la seule vérité possible. Il y a les militants de l'art, je ne sais pas ce que c'est, il y a les militants de la paix, il y a les militants de machin, mais tous ces gens participent toujours du slogan, puisqu'ils s'enferment eux-mêmes dans leur propre militantisme qui devient un système. Alors que quand on fait quelque chose, comme tu le disais, c'est l'action qui compte. Est-ce qu'on va aller écrire sur les toits « j'ai fait ceci » ce qui entre déjà dans cette forme étrange de militantisme. Mais est-ce que finalement, j'avais vu une spécialiste, il y a aussi une forme de militantisme, ce sont les spécialistes de la spécialité. J'avais été en conférence une fois avec une dame qui était spécialiste de la civilisation éthiopienne. La dame était allemande. Donc on discute, je lui ai dit, mais votre livre, La pleine de vérité, comment ça s'est passé? Elle m'a dit, non, j'ai été faire du travail sur le terrain. Je lui ai dit, mais vous parlez amharique? Elle dit, non, mais j'avais un guide. Donc, je lui parlais en anglais et le gars traduisait en amharique. Et parfois, quand je pense à toi, je me dis que tu étais peut-être le villageois, là. Parce que j'ai dit à la bonne femme, donc vous ne parlez pas amharique,
Vous êtes allemande, vous parlez un peu anglais, votre guide parle un peu anglais, mais il parle amharique, et vous vous pointez devant un paysan et vous lui dites donc, votre peau, là, ça sert à quoi? Et j'ai dit, moi, si j'étais le paysan, ben, j'inventerais une histoire. Et l'histoire que j'invente est ce qui va devenir le cadre de la spécialité, de la spécialisation. Mais est-ce que finalement, le vrai sens de la liberté, est-ce que ce n'est pas d'être un étranger? Mais pas un étranger au sens politique ou machin du terme, c'est-à-dire un étranger à tous les cadres, ce qui donne la distance pour regarder autrement. Parce que dès qu'on appartient ou on se dit appartenir, on ne voit plus, puisqu'on entre dans des schémas dont on ne se rend même pas compte. Alors que l'étranger est toujours étonné, donc il a toujours l'œil ouvert. Est-ce que finalement tu ne serais pas un étranger permanent? Je pense que, bien évidemment, qu'il pourrait avoir des vérités, parce que les vérités, c'est l'expression des émotions, des instincts. Si on va sur cette base, on va dire que ces vérités-là tracent justement la route vers l'étranger, dans l'inconnu. Et puisque nous ne sommes pas dans la science parfaite, on n'est pas là pour inventer des médicaments pour soigner le corona. Nous sommes dans comment mettre en évolution nos émotions et tout. Moi, je pense que je suis étranger à moi-même. Mais je pense naturellement, je regardais un documentaire, par exemple, sur le trou noir. Moi, je suis un trou noir. Et dans les trous noirs, il y a des trous noirs. On n'existe pas, en fait. Tu as un trou noir, mais après, ce qu'on a entendu sur le jour et la nuit, la couleur du noir et la couleur du blanc, tu as un trou noir. Mais être étranger à soi-même, ce n'est pas finalement le principe des machins que tu bricoles. C'est-à-dire bricoler, être surpris à la fin. Ensuite, les gens vont vouloir enfermer ce bricolage, alors que toi-même, tu sais que c'est du bricolage. Et encore une fois, ce qui compte, c'est la démarche. Et à la fin, les gens pensent ce qu'ils veulent. Tu es un bricoleur, en fait, non? Mais, tu sais, au sens expérimental du terme, étranger à soi-même. Justement, il faut donner, on va dire, on va mettre il faut cerner un peu le bricolage. Il faut le cerner, c'est-à-dire mettre un peu des petits tessons d'or de diamant. Qui ne bricole pas? Nous sommes tous des bricoleurs. Alors, mais le bricolage, il est fabriqué par des engagements, on va dire, par le chemin, la démarche. Comme je disais tout à l'heure, moi, je raconte toujours la même histoire. Mais cette histoire-là, on va dire, c'est comme une soupe que j'ai cuite toujours dans la même marmite. Et c'est toujours les mêmes ingrédients. Seulement que quand ça sort de ma marmite, ça a toujours des saveurs différentes. Ça dépend peut-être du climat autour. Il y a plein d'autres facteurs qui font que j'ai utilisé les mêmes proportions d'épices et d'ingrédients et j'ai eu des saveurs différentes après 1000 soupes de tomates que j'ai fait à l'arrivée. Bon. Donc, le bricolage, justement, c'est le cœur de la liberté. Parce que si on ne bricole pas, on ne découvre rien. Toute invention part du risque. Et le risque, c'est le bricole. Après, lorsqu'on fait une découverte, on associe les découvertes pour faire croire que c'est au-dessus. Mais en fait, quand on associe les découvertes, on associe encore on va dire, on associe la crème de bricolage. Voilà. Bon, seulement, on a défini le bricolage comme étant quelque chose de péjoratif. Et comme je disais tout à l'heure, là, tous ceux qui se baladent en tenue de moine ne sont pas des moines, c'est des bricoleurs qui se prennent pour des moines. Mais ça aurait été plus simple de dire je bricole et de se donner à fond pour proposer ce qu'ils sont réellement. Voilà. Et là, nous ne sommes pas chez le Vatican. Moi, je ne fais pas œuvre de morale. Hein. Je suis en train de dire comment, il me semble, comment on peut sortir. Parce qu'en toute façon, il me semble que c'est ce qui émeut ceux qui viennent vers moi dans mes partitions formelles. C'est-à-dire qu'ils voient bien que
que je me mets sur mon bidet comme j'ai envie, et je défais, quoi, tu vois. Et après, je dis, ben, écoutez, mettez-vous comme vous voulez, des féconds, après on va découvrir notre merde. C'est ça. Je ne le dis pas pour mettre mal à l'aise les gens, c'est même pour décrire la réalité. Vous voyez, lorsqu'on dit, par exemple, aujourd'hui, il y a même des écoles pour apprendre à bricoler. On a même trouvé un moyen pour le rendre scientifique. Bon, je ne sais pas qui en trompe, hein, mais je trouve que ce n'est pas mauvais sous le sens de l'éducation, de donner des repères, mais des repères pour apprendre à sortir des repères. À sortir des repères, ou bien en fait, pour se retrouver soi-même dans ses propres repères. Tu vois? Parce qu'en fait, les références sont données pour asseoir une nouvelle ligne dans le cahier des lignes. Mais il faut mêler les lignes. Il faut toujours pousser les lignes. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire d'une manière instinctive parce que, étant dans une autre école, qui était l'école des somnambules ambulants, et qui sont toujours là, le camp des zombies. Voilà. Et moi, je trouve ça dommage, hein, parce qu'en fait, le quotidien tel que je l'explore, pour moi, c'est la solution à beaucoup de choses. En fait, pour moi, de toute façon, ça m'a permis de vivre encore quelques années. Parce que s'il n'y avait pas peut-être trouvé cette voie, je serais mort. C'est-à-dire, je serais assis peut-être sur un siège des ministres, mort et enterré. En train de chanter certaines louanges. En train de pérorer. Voilà. En train d'être le meilleur choix. Voilà, mais je ne veux pas rentrer dans des... Tu sais, on a cheminé, nous rasons les murs. Pas parce qu'on n'est pas joli, on n'est pas beau. Hein. Ah ouais. On rase les murs parce qu'on trouve que parfois, c'est bien de se laisser blesser par les tessons pour savoir comment ça fait mal. Et là, on devient une extrémité. Mais le plus intéressant, c'est qu'il faut revenir au centre du débat et voir comment ramener les extrémités pour pouvoir fabriquer peut-être des nouvelles extrémités. Alors, je vais revenir à l'innocence que j'oppose à la connaissance. À quelqu'un qui dit « je suis docteur en doctorat, je sais ». Et il y a l'innocence qui est toujours une exploration. Et pendant que nous parlions du bricolage, je pensais aux accidents qui ont fabriqué des choses. Je pensais à Newton qui prend une pomme sur la tête et qui commence à analyser pourquoi il a pris une pomme sur la tête. Mais son problème, ce n'était pas la pomme, il a pris la pomme sur la tête. Ou l'autre qui est dans sa baignoire, etc., etc. Et même à ce curé, puisqu'on a parlé des moines, Dom Pérignon, quand il a trouvé le truc du champagne, c'était un hasard, c'était un accident. Mais il y a cet instinct du bricolage qui fait quand même qu'on est capable de reconnaître par l'accident qu'on a passé un cap. C'est-à-dire que l'accident, c'est-à-dire la chose à laquelle on ne s'attend pas, est la chose qui fait avancer. Mais ça ne peut faire avancer que si on est un bricoleur. Si on est un scientifique, on scientifise tout. Et donc, on perd peut-être la possibilité de voir l'accident et de le reconnaître. Je ne suis pas médecin, mais il y a quand même une différence entre une folie clinique et une folie. Et il me semble que je suis un peu un mélange des deux. Mais il faut quand même aussi reconnaître que le fou ne dit pas qu'il est fou. C'est peut-être là que le bricolage n'est plus un bricolage. Il y a une chose que tu disais tout à l'heure sur l'instinct. Et ce qui est intéressant, c'est que tu l'as appliqué aux humains, l'instinct de survie. Est-ce que tu fais ce que tu fais poussé par cet instinct de survie? Oui. On va dire, par exemple, aujourd'hui, actuellement, étant déjà été en confinement, donc en avance sur le confinement,
j'ai vu qu'il y a la foule derrière moi. J'entends la respiration de la foule derrière moi. Ils sont confinés. Je dis, mais on était confinés depuis le mètre. Attendez, calmez-vous. Tu vois? Et là, je suis dans l'instinct de survie. Je vais échapper à la foule. Je fuis la foule qui me met sous pression. Nous sommes confinés, nous sommes confinés. On a toujours été confinés. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui que vous découvrez que vous êtes confinés. Et voilà. Et là, je suis un peu dans ma période de douceur. Je dis, je vais donner un peu de bonbons à la foule pour la corrompre peut-être. Parce qu'autrement, elle va me sacrifier. Parce que je crois que la foule attend beaucoup de moi. Moi qui donne tout l'air qui est zen. Tu vois, je dis, bon, quand je suis aussi un peu confiné au sens le plus clinique, je dis, bon, je veux rentrer un peu dans une forme de bricolage de douceur qui, donc, et là, par rapport au code, parce que là, on parle de code à l'heure, donc le choix de avec quoi. Parce que même au moment où la mise en place des outils répond aussi au code. Parce que tu dois parler à un vis-à-vis qui est le public. Voilà. Et là, actuellement, je travaille par exemple avec des serviettes. Il y en a qui ont déjà travaillé avec. Mais j'essaie peut-être de remballer dans la serviette une forme de nouvelle nativité, une forme de renaissance. Voilà. Et dans cette renaissance-là, c'est là-dedans alors que je mets tout le côté inconnu de l'acte. C'est-à-dire que je fais des choses que je ne préconçois pas. Il peut y avoir de grandes lignes, mais au moment que je fais, il y a l'instinct qui dirige. C'est-à-dire que qui me dirige. C'est-à-dire même si je veux aller autrement, si je force, je casse. J'ai une crise cardiaque tout de suite. Et donc, du coup, j'accepte, on va dire, le trait qui s'impose. Et c'est à ce moment-là que tu te sens vivre, en fait. Et je pense que le public innocent ressent, on va dire, quand on dit le public, l'environnement qui a la quête d'innocence ressent cela et revit cela à travers ce que tu proposes, tu vois. Et pourtant, c'est parfois des choses surchargées, au sens, on va dire, sérieusement politique, tu vois. Là, je viens de faire une pièce au Quai Branly que j'ai appelée Ezeka. Tu n'as pas peut-être vu la pièce? Non, je ne suis pas allé au Quai Branly. Voilà. Et Ezeka, c'est un peu un résumé pour moi de ce que j'ai comme l'histoire de mon continent. C'est-à-dire de mon continent. Depuis le moment où j'ai découvert que je suis né en Afrique, et après j'ai découvert qu'il y avait des problèmes, qu'il y a eu des problèmes, qu'on a été vendu, on a été découpé. Et je me suis dit, mais est-ce que ce qui se passe à Ezeka, qui s'est passé à Ezeka, qui se passe même encore dans d'autres parties de mon pays, est-ce que ça ne vient pas depuis ce temps-là? C'est bien beau qu'entre nous, là, on passe le temps à s'étirer, à se crêper le chignon, mais je pense que ce n'est même plus notre histoire. Nous. Quand on dit notre histoire, l'histoire de moi, Camerounais. C'est une histoire universelle. Parce que j'ai l'impression que quand les mecs sont là, ils disent oui, le nord là, c'est pour moi, le bas. Ils disent, mais attendez, les mecs, est-ce que c'est même pour vous là? Et généralement, nous savons bien que ce n'est pas nous. Mais on fait semblant. On fait semblant. On sait bien que la solution là, ce n'est pas nous. Mais on fait comme si, non, c'est nous, c'est nous. Ils disent, mais arrêtez. Oui, mais cela dit, c'est aussi une forme de militantisme, c'est-à-dire de slogan. C'est-à-dire que les gens trouvent leur intérêt à faire semblant de croire que c'est nous, même quand ils savent que ce n'est pas nous. Ça, c'est le mensonge qui refuse de s'affirmer mensonge. On a déjà résolu celui-là. Nous ne nous intéressons pas à ça parce que c'est justement l'os qu'il faut ignorer, qui n'existe plus. Parce que on peut en parler, c'est normal qu'il y ait des entreprises de propagande, des entreprises d'ignorance pour pouvoir diriger les perceptions. On appelle ça la politique contemporaine. Voilà. Et là, je me dis, mais si je commence à faire un discours dessus, bon, ça devient un bavardage parce que ça ne va pas faire, ça va pas changer quoi. Parce que, en fait, d'ailleurs, même, c'est d'ailleurs bien que je vienne avec une polémique comme ça, ça allonge encore un débat dans le sens du dominant. Alors, il s'agit de voir comment une situation locale engage un regard universel. Je dis très bien. Il y a quelqu'un qui, dans son village, à Garbou, il s'est fait tuer. Il pense que c'est son problème à lui. Il faut démontrer que
ce problème de Gbagbo-là, c'est un problème universel. Parce que si c'est un truc de Gbagbo, on n'a rien à foutre. Parce que les tueurs de ficelles, ils se trouvent très loin de Gbagbo et parfois même ils sont proches de Gbagbo. Donc il faut dire, donc, on va voir ça d'une manière plus large. Est-ce que ça ne vient pas d'une histoire de 1884, par exemple? Est-ce que ça ne vient pas de là? Est-ce qu'on ne va pas peut-être faire notre conférence plutôt plus... On dit parfois qu'on va faire, ils appellent ça quoi? Bon, je ne sais pas si vont nous écouter, toi tu me comprends. Ils vont faire le grand dialogue national. Mais il faut un grand dialogue universel pour ce truc-là. Ce n'est pas national. Parce que ce n'est pas un truc national. C'est un truc. Attends. Quand on dit que anglais, français, là, c'est national, ça, là? C'est national dans tout ça, là. Tu veux. Alors, on va me dire, oui, Taïou, tu ne dis rien. Simon, tu ne dis rien. Mais on ne peut pas se comprendre parce que vous êtes dans des passions. Vous défendez des chapelles. Je suis dans l'instinct. L'instinct contre la posture. Voilà. Mais je voudrais arriver au revenir un instant au confinement. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure, tu te définissais comme définissais, façon de parler, mais comme un individu peuple. Oui. Et il y a une chose qui me paraît intéressante dans le confinement, c'est que par exemple, moi je n'étais pas fâché d'être confiné. C'est là où je pouvais enfin renouer un dialogue avec moi-même. C'est-à-dire que être l'individu qui peut être peuple, plutôt que d'être le peuple qui cherche à redevenir individu. Et je me demandais par rapport à ça, si on ne voyait pas mieux finalement le monde, et ça revient un peu à l'histoire d'étrangers, si on ne voyait pas mieux le monde dans sa globalité, quand on est enfermé quelque part, plutôt que quand on se balade. Parce que finalement, tu disais, on est confiné, et je ne pense pas qu'il y ait les mêmes formes de confinement. Je crois que dans ce que tu fabriques, de temps à autre, tu dois te confiner pour pouvoir le fabriquer. Le studio est un espace de confinement. En même temps, c'est à travers ce confinement qu'on peut percevoir les vibrations du monde et ressortir ça ensuite comme sa galette et qu'on offre et on voit si les gens aiment le goût, s'ils trouvent que c'est trop sucré, trop salé, mais que c'est en se concentrant sur soi. Ça revient au sloganteur d'ici ou de là-bas, débat national, machin truc. Et c'est en étant au fond de soi qu'en fait, on s'ouvre au monde. Oui. Non, je pense que nous, en tant qu'individus, nous fonctionnons, nous sommes téléguidés par nos désirs. Mais en fait, quand on dit nos désirs, nous avons l'impression, en fait, parce qu'en fait, ce que j'appelais tout à l'heure les entreprises de gouvernance, c'est-à-dire que... Les tireurs de ficelle. Voilà. L'entreprise, ça va de très loin, hein. Voilà. Jusqu'aux entreprises, justement, d'ignorance. Parce qu'on construit aussi l'ignorance pour pouvoir mieux diriger. Et moi, c'est des choses qui font que dans ma façon de travailler en atelier, j'ai déjà ça dans mon univers. Et je me dis, mais je ne veux pas, en fait, peut-être, on va dire, comme tout le monde, nous avons des idéaux, voilà, des utopies. On aimerait que le monde soit un monde de cœur, de bisous et tout. Je pense que, quel qu'en soit nos positionnements, personne n'est content quand il est fâché. Ah ben oui. Alors, mais il faut maintenant aller définir pourquoi tu es content, pourquoi tu es fâché. Ou fâché. Voilà. Et maintenant, quand on va dedans, tu vois que les questions de fâcherie ou bien de joie sont tirées par les intérêts. Les intérêts, donc, sont parfois liés au groupe d'intérêts. Hein? Mais moi, quand je fais cette analyse, je ne fais pas l'analyse pour pouvoir être un intérêt dominant. Non, c'est une analyse instinctive pour me libérer. Tu vois un peu? Pour sortir des groupes d'intérêts. Pour dire, voilà, moi, tout ce que je veux être content. Voilà. Mais je veux que tout le monde, pour que moi, je sois content, tout le monde doit être content. Si le monde n'est pas content, je ne suis pas content. Tu as vu? Ça, c'est ma position de faiseur. Tu as vu? Alors, mais je sais très bien que c'est impossible. Et du coup, je me confine.
pour donner raison à tous les corps, en fait, à toutes les parties. Et tout le monde croit que je suis avec lui. Tu vois un peu. Mais ma démarche fait que, après, je viens avec quelque chose qui est posé sur une Siemens et qui interpelle des regards. Il y a des discours autour. Et parfois, on me demande, mais tu penses quoi de ça? Et bien évidemment, j'ai toujours une posture qui fait que mes vis-à-vis, ils se regardent, ils se reconfinent maintenant eux-mêmes. Ils disent que, ah, parce qu'en fait, quand on te met sur le podium là, tu es en fait, on te donne un temps de leadership. Un temps c'est-à-dire, toi là, on t'a invité pour te montrer dans Pionnier. C'est-à-dire qu'on te donne le temps de dire aux gens. C'est le moment de gloire d'Andy Warhol. Et c'est ce que j'ai fait actuellement. C'est-à-dire, on m'a dit, tu es pionnier. On dit, bon, on va faire comment? Je dis, mais c'est vous qui avez dit que je suis pionnier, vous savez comment on va faire, non? Il dit, bon, on va faire comme ça. J'écoute, parce que c'est important aussi de savoir ce que les gens pensent. Après, il dit, bon, on va, parce que là, depuis, on ne parle pas de ça, je ne sais pas s'ils seront contents. Je lui ai dit, bon, on va faire des choix, on va faire des choix des œuvres. On va faire des choix des œuvres qui pourraient, d'une manière aléatoire, être distribuées sur des périodes. Et ces périodes-là partent du réveil, du diagnostic, du constat et de l'action. Et après, l'action. Oui, c'est ça. Après le diagnostic et le constat, l'action est engagée. Voilà. Donc, on va faire comme dans les années 60, là, 70, on va dire, on avait les 90. Donc, années 90, human being. Voilà, on va faire human being. Pourquoi human being? Je dis, bon, moi, je pense que human being parce que je découvrais que j'étais un animal. On a bien commencé. Et maintenant, comme je découvre que j'étais un animal, j'essaie d'être un homme. C'est ce que j'essaie de faire depuis longtemps. Et alors, après, maintenant, on a pris en tranche, parce que ce qui est marrant, c'est qu'on a déjà fait quand même presque 3 décennies ou 4, hein, bientôt 4. Donc, on a fait un peu en tranche comme ça. Je dis, bon, après, pourquoi c'est ici? Pourquoi c'est là? Il y a un autre qui s'appelle Soul and Spirit. Pourquoi Soul and Spirit? Je dis, mais parce que justement, lorsqu'on dit l'esprit, on a toujours l'impression que l'âme est séparée de l'esprit. Je ne sais pas. On dit l'esprit, l'âme. Je n'ai jamais su que la différence entre les deux. Je dis, bon, comme les deux là semblent être le cœur des choses, on va les réunir ensemble. Et on va les réunir. Et moi, mon explication, c'est que mon âme, mon esprit, il est construit par des milliers d'identités. Et au milieu de ces identités-là, c'est celle qui s'impose à toi. Quand tu arrives, tu as ton instinct, tu es un animal, identité animale. Après, on essaye de te donner une éducation. C'est-à-dire, au-delà de l'éducation du corps familial réduit, on te met dans un espace un peu partagé, on appelle ça l'instruction. L'instruction. Donc, ça ne ressemble même pas à la civilisation. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas dans ces parties géographiques, ils ne sont pas, on ne les civilise pas. Hein. Ça dépend où tu es. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que le musée dans lequel tu as une pièce là, au départ, ils voulaient l'appeler Musée des civilisations. Et j'avais discuté avec les gens qui étaient là-bas. Je dis quand même, c'est bizarre votre affaire. Vous faites un musée des civilisations où on trouve certaines personnes et pas d'autres. Donc votre affaire de civilisation qui a voilé à vapeur, qui change selon le regard, c'est bizarre. Mais oui, non, parce que, comme toi-même tu disais, en fait, dans ce jeu d'échecs, c'est celui qui commence, qui décide qui commence, qui gagne. Hein? Toi-même, tu l'as dit quelque part, non? Bien. Donc, il y a des gens qui ont dit que nous avons la connaissance. Et voici le sens de la connaissance. Et si vous faites bien, on vous donne des galons, on vous donne des diplômes. Et un jour, vous serez peut-être comme nous. Voilà. Donc, je vois des gens qui disent, je suis docteur, je suis professeur. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Hein? Bon, il y en a d'autres gens de l'autre côté qui disent que non, mais nous sommes des Bantous. Nous sommes des hippopotames. Bon. Et moi, attends, Simon, moi, je suis au milieu. En fait, je suis un peu l'herbe sur, dans le champ de combat d'éléphants. Hein? J'essaie de
d'éviter les coups. L'instinct de survie. C'est un peu ce qui se passe, Simon. Voilà. Alors, dans ces musées, justement, je ne fais pas une... Ouais, on peut voir ça comme ça. L'histoire, c'est que c'est intéressant, ces musées. Il est intéressant si il est vraiment... Si ça devient un écran pour que nous tous, nous pouvons... Nous le regardons, on lit les données que relève l'écran pour nous comprendre, justement. Pour comprendre nos civilisations. Nos civilisations. Parce qu'en fait, c'est bien, il faut quand même commencer quelque part. Moi, je trouve que c'est bien. Et moi, je trouve d'ailleurs même, si j'ai accepté de faire l'exposition dans ces musées, c'est parce que je pouvais poser une question. Ce n'est pas le lieu où ça m'intéresse. Donc, je dis, là, ça peut me permettre de lever un pan sur ce que j'appelle le loup fardeau, pour dire les choses simplement, le fardeau de la colonisation. Voilà. Donc, je viens là, je vais poser une question. Je ne suis pas là pour faire le joli. Voilà. Mais je vais donner l'impression que je suis joli. On appelle ça, en termes classiques, ou en termes maquillés, le trompe-l'œil. Ou esthétique. Voilà, esthétique, le trompe-l'œil. Donc, j'ai fait le trompe-l'œil. Mais dedans, il y a des piquets, des épines douces, mais qui piquent quand même. Et là, j'ai posé Ezeka. Voilà. Et non, parce que c'est ce que mon instinct me dicte. Et ce n'est pas un instinct d'appartenance géographique, c'est un instinct d'appartenance universelle. Je me dis, mais on ne se pose pas de questions. Et qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui, nous? Ce n'est pas le militant, hein. Je ne suis pas militant, je me pose seulement des questions. Nous sommes là en fonction comme des parasites, on passe le temps à faire de grands débats, on donne il suffit seulement d'essayer de dire la vérité, tout simplement, et de dispenser la vérité. Parce que nous avons des outils aujourd'hui pour mieux comprendre la vérité. Hier encore, on ne pouvait pas dire la vérité d'une manière pacifique. Aujourd'hui, on peut enseigner la vérité. Pourquoi on n'enseigne pas la vérité dans les écoles? Justement, il y a quelque chose, quelqu'un qui parlait du dur métier d'être humain. Tu parles de l'enseignement, tu parles des codes. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de te voir exercer ton machin de professeur. Et ce qui était intéressant là, pour moi, c'est un peu l'école dont je rêve et que j'essaie d'appliquer, c'est que je t'ai vu étant un professeur qui n'enseigne pas, mais qui aide les gens à s'enseigner eux-mêmes. C'est-à-dire que je ne t'ai pas vu décréter, c'est ce qu'est censé faire un professeur, dire c'est comme ci, c'est comme ça. Et justement, je t'ai vu en train de questionner ceux qui sont censés être tes élèves et renverser un peu cette histoire de hiérarchie, en gros en essayant de faire en sorte qu'ils conservent un peu ce truc d'instinct plutôt qu'ils ne s'enferment dans des coquilles. Donc, c'est un peu ça, quoi. Le monde meurt de trop de profs, non? Et de pas assez d'humains. C'est ce que nous avons voulu, hein. Je pense qu'on a fait beaucoup de désordre en faisant l'ordre. Je crois qu'il s'agit plutôt de savoir comment se servir de nos codes. Moi, je pense que l'institution est là pas pour empêcher le développement, mais c'est pour promouvoir le développement spirituel. Et je comprends qu'une institution doit avoir des lignes, il ne faut pas traverser parce que c'est une histoire de société. Mais il faut trouver des méthodes pour libérer les énergies, en fait, pour libérer des envies. Bon, parce que partir sur une base de repères, c'est bien. Mais après, il faut trouver... Ce n'est pas évident. Moi, je trouve que ça dépend toujours de quel moule on est parti. Tu vois, moi, bon, j'ai tracé mon chemin sur le grand boulevard du refus. J'ai toujours l'impression que j'acceptais, mais en fait, je suis, entre guillemets... Tu es un refouznik. Un refusard. Voilà. Mais ce n'est pas le refus passif. Parce que je pense que dans l'enseignement, il y a des choses. Parce que si on va dans le chaos total,
ça devient, il n'y a plus rien. Donc, ça dit qu'on va se retrouver à l'état de nature où le plus fort va gagner. Mais il s'agit plutôt ici de voir comment se sentir toujours, se présenter toujours comme étant le plus faible. Donc, moi, je pense que dans une société, il faut toujours... En fait, c'est ça l'idée. On appelle ça le respect. Mais quand on dit faible, c'est vraiment dans le sens de la fragilité. Donc, et ça part par une méthode d'écoute. Parce que tu as très bien vu, lorsque les gens s'écoutent, ils s'expriment mieux. C'est-à-dire, si moi, je parle avec toi et que je t'écoute, je m'exprime. Parce que l'autre, il voit bien que je t'écoute, après, il te laisse réagir. Voilà. Mais si on va dans une logique où on donne l'impression que je ne dois pas écouter parce que je suis sur un strapontin, je suis au-dessus, et que ça fait que j'ai la science infuse. Parce que moi, je ne suis pas professeur. Hein. Je suis plutôt, on va dire quoi? Agitateur. Un touriste. Un étranger. Non, ça prête à d'autres trucs. On va dire que je suis plutôt je suis un baladeur. Je suis quelqu'un qui est arrivé là-bas, comme ça. J'ai un peu de cheveux sur la soupe. Et il faut dire que ce n'est pas les espaces qui me... Hein? Mais après, je me suis dit, mais attends, c'est moi qui dis que... Mais je suis là dans la foule. Donc, ce n'est pas moi qui suis important. Alors, peut-être cette difficulté-là, c'est justement là où il faut creuser. Tu vois? Et je te dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est moi. Ce n'est pas l'ensemble. Parce que je pense que ça a revenu. Et je vois bien comment ça se passe en atelier et tout. Comment... Là, par exemple, actuellement, je vois plus mes étudiants qu'avant parce qu'avec l'histoire de confinement, on ne se voit pas physiquement, mais on travaille par... Toutes les semaines, on travaille. On fait on appelle ça quoi, des partitions, des confessorats comme ça, où on développe, ils racontent des trucs. Et on se découvre en fait. On se découvre. Et je me dis, bon, c'est ma façon d'approcher. Il y a d'autres façons. Tu vois un peu. Moi, je pense que le plus important, c'est de ne pas être coincé. Lorsqu'on choisit un chemin, il faut toujours être ouvert. Parce qu'en fait, la posture que je pense, c'est que c'est une posture plutôt d'ouverture. C'est-à-dire que d'enchaînement. Ce que j'appelle d'une mutation, pas des variants, hein, non. Des mutations, d'une mutation, on va en boucle vers une autre mutation. C'est-à-dire, la mutation d'abord elle est personnelle, après on va en boucle. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait des choses, c'est parce qu'on a la quête du regard extérieur. Il faudrait dire qu'au niveau de l'apprentissage, qu'on ait cette vision d'exposition et qu'on construit aussi comment on apporte des choses. Mais généralement, j'ai l'impression que c'est construit plutôt pour dominer. C'est-à-dire que la présentation est dans la quête de la domination et du superlatif, un truc comme ça. On n'a rien à foutre. Moi, je trouve qu'on n'a rien à foutre. Parce que, en fait, quand je dis on n'a rien à foutre, c'est le faiseur qui n'a rien à foutre. Après, tu ne vas pas empêcher je sais pas quoi, au vendeur ou bien, je sais pas quoi, de faire son truc. C'est son truc. Mais tu dois avoir la force de dire, voici ce que je suis. Voici ce que je veux transmettre. Et tu dois être même rusé. Tu vas même mentir pour passer la vérité après. C'est-à-dire qu'il faut même savoir, il faut apprendre même à profiter des situations parce que tu sais que si tu passes le chemin là, devant, tu vas dire exactement ce que tu voulais dire. Mais maintenant, si tu es trop bloqué, tu dis que je suis comme ça, mais tu ne verras, tu passeras et tu vas mourir de frustration. Tu as vu, en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Aujourd'hui, il y a des choses que je pourrais refuser, que beaucoup, le sens commun ne comprend pas. Parce qu'il dit, mais il cherche quoi finalement? Ça, on fait ça pour avoir de l'argent. Mais pourquoi lui, il refuse ça là? Je dis, mais parce que ce n'est pas cet argent-là. Je trouve qu'il est un peu sale, cet argent-là. Et quand je l'explique, même à mes partenaires économiques, ils le comprennent. Et c'est ça mon soutien, en fait. Parce qu'en fait, eux-mêmes, c'est des tricheurs. Parce qu'ils savent aussi comment passer, comment pour être eux-mêmes. Oui. Voilà. Le monde, tant que nous constatons, il fait tellement de choses. Et tu veux passer des idées, il faut savoir parfois se soumettre. Et la soumission, alors, devient un argument important. Pas la soumission. Ou du moins, faire comme si on se soumettait. Voilà. C'est le principe du cheval de Troie, pour pouvoir entrer dans la forteresse et la faire sauter. Oui, parce que c'est clair que moi, je ne maîtrise rien dans ces trucs-là. Mais je sais au moins ce que je suis.
Et c'est ça qui est le plus important. Donc, tu es ouvert, hein? Je te cite. Maintenant, il y a l'exposition là, qui a été découpée en 3 décades. Maintenant, il y a des titres à chaque décade. Ah, ah Est-ce oui, qu'on ne peut pas inverser? on peut. Est-ce qu'on ne peut pas prendre un titre et le mettre ailleurs sans que cela ne change rien finalement? En fait, j'ai parfois dit qu'en fait, c'est le même livre, c'est la même phrase, c'est les mêmes mots. C'est écrit en plusieurs versions. Tu as vu? Ça ne veut pas dire que j'ai fait du réchauffé, non. C'est que, parce qu'après, il faut quand même rentrer dans le champ du visuel, c'est un métier comme tous les autres. Sauf qu'il faut y mettre un peu de... Il faut mettre du contenu. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'apporte? Parce qu'en fait, si je n'apporte rien, il n'y aura aucun intérêt. C'est-à-dire que je vais rester du côté de l'activiste passif. Or, moi, je suis dans le champ on va dire, du plastique actif. Voilà. Donc, j'invente, tu vois. On invente. Et c'est toujours la même quête. Faire bouger les lignes et avoir le droit à la stupidité, à l'ignorance. Et ne pas se laisser imposer une forme d'ignorance. On a le droit de ne pas connaître. Parce qu'on connaît toujours quelque chose. Ça me rappelle un truc là. Le fait de dire je suis. Je me souviens d'une conférence où un jeune homme est en haut là sur le podium et il raconte ses bêtises et ensuite la presse commence à poser des questions. Et l'un des journalistes lui dit « Oui, votre travail nous rappelle Boyce, etc. » Et le jeune homme dit « Pardon, je ne connais pas Boyce, je ne connais pas tous vos trucs. Là. Moi, je suis là, je suis un faiseur. Je peux parler de mon travail. Toutes vos histoires ne m'intéressent pas. » Évidemment, le jeune homme en question savait très bien de quoi il parlait. Mais cette volonté, justement, de n'être pas regardé par rapport à un prisme, et d'être regardé pour qui on est et pas pour ce qu'on voudrait qu'on soit. C'est une quête permanente, non? C'est la quête d'être. Oui, mais tout le monde, je pense que du moment où on traverse, on va dire, les années en tant qu'animal, on traverse, quand la raison rentre un peu dans l'instinct, là, on essaie de retrouver son instinct, se servant un peu de la raison pour mieux calibrer son instinct et vivre en société. Et en ce moment-là, je vois bien que j'ai bien compris que ce que on pourrait admirer, il part de l'imaginaire avant de devenir un code. Je dis, mais pourquoi imposer ces codes-là si moi je me sens capable d'être le Dieu? Pourquoi voulez-vous que je sois l'apôtre? C'est vrai, ce que Jules César disait. Mais je voudrais revenir à la soupe, là, parce que je crois que tu as été malhonnête. Donc, je pense que quand on est un malhonnête honnête, on essaye, dès lors qu'on n'est pas trop éloigné de ce qu'on fait, de toujours faire la même soupe. Oui. Avec les années, il y a quand même des épices qu'on découvre. Il y a aussi, quand tu parles de la raison, on goûte à la soupe et on dit, tiens, j'ai découvert ce pigment-là, peut-être que je vais ajouter ce... donc, c'est la même soupe, mais les épices changent. Oui. Donc, ce n'est pas juste la vieille casserole dans laquelle on fait la même soupe. Il y a aussi les épices qui viennent changer la soupe. Non, mais attends. Il y a le cadre. Il y a le cadre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui motive l'acte? En fait, c'est un peu comme un train avec plusieurs wagons. Et là, je ne fais pas le rusé, là. Hein? C'est-à-dire que l'humain, c'est comme un train à plusieurs wagons. Quelquefois, les wagons se permutent comme ça, là. Hein? Et quelquefois, lorsque les wagons se permutent, il y a des produits qui se mélangent, tu vois. Et comme le train, lui, il circule. Quelquefois, il prend des produits ailleurs pour repasser ailleurs. Et moi, je m'appelle Pascal. C'est-à-dire que
Je suis Pascal qui roule, qui amasse mousse. Hein? C'est ça le truc. Hein, c'est pas mal ça, hein? Pascal qui roule et qui amasse mousse. Ah, c'est pas mal. Parce que normalement, ça n'amasse pas mousse. Mais les trains, là, parfois ça déraille, non? Ah, mais oui, mais quand ça déraille, après on le remet sur les rails, on continue le voyage. Donc, c'est ça le truc. On va dire, Ouais. c'est cabossé et tout, mais et plus c'est vieux, plus c'est beau, le train, avec les graffitis. Bon. Non, mais quand ça déraille, ça fait des mélanges Oui. inattendus. C'est le fameux Oui. accident dont nous parlions tout à l'heure, où tout d'un coup, on a du sucre et du sel alors qu'on ne l'aurait jamais fait. Mais parce que ça a déraillé, on découvre Bon, que... donc, par exemple, quand le train arrive un jour à Venise, le train à Venise, le conducteur est en train de se balader dans les petites ruelles de Venise. Il voit qu'il y a d'autres conducteurs, de l'autre côté là, les vieux conducteurs, qui sont en train de décharger le wagon. Il regarde, il dit, mais ils ont quoi dans leur wagon là? Ça ressemble à ce que j'ai dans mon wagon ici. En fait, c'était quoi? C'était des gens qui fabriquaient des vases. Et j'avais vu de loin, j'avais cru voir un profil d'une sculpture classique tribale. Je dis, mais c'est pas ça qui est dans mon train, là, derrière, là. Tu vois un peu, j'ai regardé, je me suis rapproché, je dis, ah non, c'est pas ça. Je dis, bon, c'est cas, bon, je vois comment je vais prendre un peu, je veux prendre un peu de produit ici pour aller habiller mon truc. Voilà, ça se passe comme ça. Et voilà comment est arrivé, par exemple, ce que j'ai appelé des masques italiens, des poupées Pascal, des sauts. Voilà, comment c'est arrivé comment ça s'appelle celui-là? Jusqu'au masque cristal. Voilà comment ça s'est passé. Et tu vois, c'est ça que moi, c'est l'idée du monde que moi j'ai. Oui, Ouais. mais justement, il y a une chose que je trouve intéressante, contrairement à ce que les gens pensent, le malentendu. Oui, Je trouve que le malentendu est riche et créateur. Quand on voit quelque chose pour ce que ça n'est pas, oui. mais qui nous fait aller ailleurs que ce que nous regardons, c'est ça qui nous permet de concevoir aussi les choses dans leur multiplicité et dans leur potentialité. Oui, Une bouteille d'eau n'est pas forcément une bouteille d'eau si tout d'un coup on a vu quelque chose qui n'était plus de l'eau. C'est un peu ton affaire, parce que entre Murano et tes productions en cristal, il y a un wagon, pour reprendre ah la bah oui, non, métaphore du train. non, mais non, il y a plutôt des TGV. Hein. Donc, en fait, voici ce qui se passe dans ma tête dans ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est pas que je n'ai pas vu, je le fais, hein, et que je m'en vais à l'atelier de le faire. Hein, non. C'est que je me pose la question après. Pourquoi devrais-je le faire au fond? Et je dis, mais ce que j'ai dans mon wagon là, on dit que c'est intéressant ce truc. Ils disent que ça a de la valeur. La valeur. On ne va pas définir ce que ça veut dire la valeur. Mais pourquoi ça doit avoir la valeur? Simplement, après, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs raisons. Ça, c'est comment je suis en train de faire mon histoire de l'art là. Hein. Voilà. Donc, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs raisons à ça. Il y avait par exemple les origines, l'esthétique, tout jusqu'au prix. Mais il y avait un truc intéressant qui a vraiment m'a marqué. C'est le fait que, généralement, c'était toujours dans des matières obscures. Quand on dit obscures, impénétrables, qu'on ne peut pas pénétrer visuellement. Donc, un mystère. Ça justement, qui, pour moi, conditionne plus donc l'âme des choses. Toi, tu dis quelquefois, toi-même, tu disais quelquefois que ces objets qui sont au Quai Branly, ils sont déjà morts. Je dis, ben, je vais les réveiller. Je vais les réveiller. Et pour les réveiller, je vais montrer ce qui est dedans. Et donc, je deviens plutôt comme un bras séculaire, c'est-à-dire comme un prolongement. Que de me répéter, parce que je ne suis pas dans le mimétisme, je n'ai pas besoin de comprendre ce qu'ils faisaient mes aïeux. Hein? Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je sais seulement qu'ils ont fait un truc, je ne comprends pas. Et comme je ne comprends pas, c'est tellement fort que c'est comme ça. Maintenant, je vais faire quelque chose qu'on va comprendre. Je suis dans l'époque où on comprend. Maintenant, je Ou rentre. on ne va pas comprendre forcément, parce Non, que justement, je continue. Je rentre dans l'atelier. Après, je chute.
comme on dit à la télé camerounaise. Donc, Vas-y. je continue. Et j'ai fait, donc je fabrique donc ces trucs. Il fallait trouver tout un processus. Et à la fin, au résultat, tu regardes l'objet, mais il est encore plus profond, même qu'un objet obscur. Hein? Il a l'air transparent, mais il est encore profond. Mais j'ai aussi compris que j'avais réussi à réduire dans ma logique universelle la frontière entre le nord et le sud. Puis je travaille ça dans les ateliers italiens, avec des Italiens, et j'essaie, on s'interroge, nous. C'est un peu comme on s'interroge sur l'histoire, nous-mêmes, là. Et même si on a dit, on peut pas, on ne sait pas comment on peut, c'est difficile, je dis, on va y arriver. On va y arriver. Et tu vois, et tous ces aspects qu'on ne voit pas. Et là, nous sommes dans comment les gens se rencontrent. C'est comme le coup de foudre, ça ne s'explique pas. Tu vois un peu. Mais on peut mettre la raison dedans. On peut dire, vous savez, on a bien réfléchi, on a vu que, on a dit, non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce côté qui arrive comme ça là. Et donc, je dis, bon, je veux les appeler des poupées Pascal. Tu sais pourquoi? Parce que même le prénom là, qui n'est pas mon prénom original, il a quelque chose de civilisatrice. Je suis le temps de carême dans ce Voir champ. de christique, voilà. Oui, je suis le temps de carême dans ce champ plastique. Je suis dans le changement permanent. Hein? Mais il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord du tout. Bon. Tu es là, tu dis, je veux abolir ou rapprocher le nord et le sud. Je crois que le nord et le sud ne sont éloignés. D'abord, ils n'existent pas. Et ensuite, ils ne sont éloignés que parce que les gens veulent. Et je pense que la magie qui se passe à Colle, quelque part du côté de la Toscane, ce n'est pas une magie, c'est une reconnaissance. Parce qu'il n'y a rien d'humain, en tout cas c'est ce que moi je crois, il n'y a rien d'humain qui puisse m'être étranger. Oui. C'est simplement que peut-être que les occasions de la rencontre ne sont pas facilitées et qu'il y a des pionniers, hein, comme les scouts, qui vont à l'avant Oui. pour reconnaître le terrain et pour retrouver la reconnaissance. Moi, je n'ai pas d'accord, alors nous sommes tous d'accord. Tu tournes, mais je vois que tu... Non, toi, tu dis rapprocher le nord et le sud. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, il n'y a rien à... Non, je n'ai pas chuté. Nous sommes dans l'abstraction. Je n'ai pas chuté. Ah, mais je dis donc, tu as dit rapprocher le nord et le sud. J'ai dit, il n'y a pas de rapprochement à faire parce qu'il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud. Voilà. Ah, d'accord. OK. Non, toi, tu es péremptoire. Mais moi, tu vois, je suis plus doux. J'imagine que pour ceux qui croient aux 4 points cardinaux, il faut d'abord le carter le centre du poil. Et après, maintenant, on va voir si on va se retrouver au même point. Parce qu'en finalement, l'ailleurs, c'est ici. C'est ce que tu dis. Voilà. Sans être situationniste, je me dis que pour ceux qui pensent qu'il faut absolument regarder, nous regarder par nos appartenances, commençons par là et finissons par dire que c'est parce que nous nous appartenons nulle part que nous sommes là face à face. Voilà. C'est des stratégies plastiques. Mais est-ce que tu ne confonds pas? Et quand je dis confondre, je ne veux pas dire dans le sens de méconnaître, c'est confondre dans le sens de fondre ensemble. La plastique et l'humain. Je ne veux pas dire l'humanité parce que c'est encore une autre histoire. J'ai l'impression que chaque fois que tu dis plastique, tu dis humain. Non, parce que nous sommes des plastiques. Regarde la variance humaine. Lorsqu'on rentre dans le champ plastique, on voit la variance, on voit, tu vois, c'est pas vasé, tu vois. Regarde, toi là, on dit que tu es noir, moi je ne te vois pas noir. On dit que je suis noir, je ne te vois pas noir, mais pour quelqu'un d'autre, je suis brun, tu vois. Il y a même des gens qui disent que je suis très brun. Donc, tu vois, donc la plasticité révèle justement le côté humain, le côté créole de l'espèce, tu vois un peu. Et là, je ne force pas, parce que c'est réel. D'ailleurs, même j'ai des problèmes à voir à comprendre que les Caraïbes aient tous ces problèmes d'intégration universelle, tu vois, parce que c'est en fait la zone même justement où l'expérimentation est poussée. Tu vois. Malheureusement, le fruit est pourri par nos histoires. Et c'est pour ça qu'il faut lever le pan sur certains mensonges pour pouvoir peut-être nous fédérer à nouveau vers le sens de la liberté pure.
Non, parce que pour moi, ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure sur ton expérience au quai. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus savoir, qu'on n'aurait pas pu savoir, la manière dont certaines choses Oui. ont été fabriquées. Mais qu'en revanche, nous pouvons refabriquer, non pas dans la copie, mais dans le fait qu'aujourd'hui, nous fabriquons nos totems avec nos recettes et que nous avons, j'aime bien cette expression, émotion tripale, nous avons un machin là qui nous guide sans qu'il y ait un livre qui écrive, c'est juste... Et j'étais récemment dans les Caraïbes et je disais aux gens, mais vous êtes l'avenir, pourquoi est-ce que vous êtes tellement coincés dans le passé? Que vous êtes le mélange physique. Donc, au lieu d'aller au-delà, vous essayez de vous séparer. Et dire, j'ai un bout de ceci, j'ai un bout de cela. Je dis, mais vous ne pouvez pas. C'est une totalité. Et c'est cette totalité qui peut faire avancer. Mais si on est toujours coincé dans des archétypes ou des blessures ou finalement des slogans, on ne peut pas voir le côté lumineux des choses. Mhm. Mais, non, mais euh, c'est parce que le cadre de l'observation est, est pourri, est charançonné. C'est ça la question. Et comme moi, je pense que la meilleure façon, c'est de se libérer et de dire des choses comme elles sont. Parce que, t'as entendu, on cache des choses que tout le monde est au courant et ça fait qu'on traîne, on traîne. Alors que je vois que notre jeune frère Macron, il essaye, hein, il essaye. Mais comme partout, il y a la gérontocratie qui fait que ça ne marche pas. Mais oui, Attention, hein, nous entrons dans la gérontocratie si on parle de notre jeune frère. non, parce que là, oui, non, mais quand il dit Jean Fadadi que c'est justement l'avenir qui devait penser comme ça. Tu vois un peu, ce matin, j'ai lu, il reconnaissait un peu un tort par rapport à l'intervention française en Libye, par exemple. Et moi, il dit, mais oui, il faut le lui dire, même si il faut parler, il faut trouver un cadre. Et c'est les jeunes qui doivent en parler. Et on en parle pour nous connaître, pour comprendre qui nous sommes. Et voilà, et déminer le terrain et vivre, être libre, et aller à gauche, à droite. On est là, on nous coince avec les K40, machin, truc. Mais que sont ces histoires? Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parce que l'humain veut seulement vivre pendant qu'il vit. C'est tout ce qu'il veut. Et non, plus nous avançons, plus nous retournons à l'état de nature. Alors que normalement, ça devait être l'inverse. Je ne comprends rien. C'est-à-dire que hier, on sortait de l'obscurantisme. Aujourd'hui, on rentre au pas de course. Tout le monde court parce qu'on dit l'argent. Là. On va dire que oui, tu parles ça, tu fais comme. Il dit que je ne suis pas un réactionnaire, hein. C'est la réalité. C'est la réalité. Et bon, peut-être c'est là qu'on va dire que c'est l'utopie. Mais je pense que les choses ne peuvent que se construire que progressivement. Il ne s'agit pas de reconstruire les choses dans un désordre. Il s'agit de comprendre d'abord les situations. Et si on n'est pas d'accord, savoir en parler, pas dans la démocratie, mais dans la vérité. Parce que la démocratie, là, c'est un fruit pourri. On te donne l'impression que tu es libre. En fait, c'est des trucs. Si tu es coincé dans un truc, tu ne comprends rien. Et moi, je crois que comme tu disais, nous sommes d'accord là-dessus. Parce que je suis allé à Martinique, je crois, 2 fois. La dernière fois, j'y étais. Et tout à coup, je me suis dit, mais je sens comment les gens ici, on se regarde en chien de faïence. Le chien de faïence, c'est ça? Oui, c'est ça, chien de faïence. Ouais, et à un moment donné, même, j'avais l'impression que j'étais un personnage dans le film. Il y a un film américain là. Comment il s'appelle? J'avais l'air d'être un traître, en fait. Parce que, et je me suis dit, mais c'est pas normal. Parce que c'est des situations qui sont réelles. Mais il ne s'agit pas de dire que voici comment il faut aller, mais il s'agit seulement de dire voilà, et d'en parler, et de maintenant le mettre dans le programme de renseignement populaire. Ça n'est pas un truc que je suis allé faire des recherches.
Donc, tu as l'impression, et tout le monde qui va faire les recherches, il vient avec sa vérité. Donc, il faut dire des choses comme elles sont. Et maintenant, on fait comment maintenant? Parce qu'il y a des vérités. Par exemple, prenons le cas, par exemple, de retour des œuvres africaines en Afrique. Je disais à quelqu'un que, mais vous pensez vraiment que c'est les œuvres là qu'on veut faire entrer, que c'est ça qui est intéressant, les objets, hein, que c'est l'objet là. Mais il dit que c'est l'objet. Mais attends, ce n'est pas l'objet. Parce qu'en fait, l'objet là, c'est l'objet du discours. Ce n'est pas l'objet sculptuel. Tu vois un peu. Donc, moi, c'est voilà un moment peut-être pour recréer les territoires, pour dire que bon, le Quai Branly maintenant, c'est un département congolais. Un truc comme ça. Ouais, tu vois, ou bien le musée machin là, de New York, là, c'est un département camerounais. Parce qu'en fait, puisque nous savons tous que les objets, pour la plupart, ces objets volés, ça dit que ceux qui gèrent ça sont des receleurs. Donc, on ne dit pas ça comme ça, que voilà, vous êtes des receleurs. Bon, alors, on fait comment quand on est des receleurs? Bon, là, bon, ils disent que non, la loi dit que la loi. Je dis, mais attendez, non. Est-ce que vous êtes des receleurs, oui ou non? Alors, si vous êtes des receleurs, on ne dit pas que c'est toi, qui as volé. Hein. Tu n'es qu'un receleur. On dit que tu es receleur. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Maintenant, tu dis que non, tu vas rembourser. Tu rembourses, mais tu as recelé, tu as tourné. Hein. Tu as tourné. Bon, on trouve que bon, on va faire simple. Puisque vous avez construit une maison pour garder les objets volés là, on va dire que c'est un département outre-mer du Congo. Un département outre-mer, c'est possible. Puisque c'est une histoire d'argent, non? Maintenant, on va voir comment on va faire un bureau des affaires congolais. Ok, Branly. Voilà. Ou à New York. Voilà. Et du coup, quand maintenant il y a les entrées, maintenant, peut-être ça peut faire même que maintenant, il y a peut-être une province congolaise qui devient aussi comme Paris. Puisqu'ils veulent être comme Paris. Mais on va maintenant. Et du coup, ça peut adoucir les mœurs, ça peut adoucir les relations. Non, et ça peut même casser les frontières, puisque les Congolais allant à leur ambassade du Quai Branly n'auront plus besoin de visa, puisque ça sera chez eux. Voilà. J'ai trois questions bizarres à te poser. Voilà. La première, c'est qu'est-ce que tu penses qui manque aujourd'hui? Qui manque aujourd'hui dans la généralité? Oui. La vérité. Bon. La vérité vraie, hein? Deuxième question bizarre. Je sais que tu es Dieu toi-même, mais si ce type existait, si tu étais mort et qu'on te présentait devant lui, quelle est la question que tu voudrais qu'il te pose? Non, ben, je lui dirais, t'es un salaud, mec. Non, quelle est la question que tu voudrais qu'il te pose? Non, mais attends. Je ne suis pas dans la fiction, je dis que moi je suis Dieu. Je veux pas, c'est lui qui va c'est moi qui va lui poser la question, c'est moi son Dieu. J'ai compris des choses que lui-même n'a pas compris. Quelle question tu lui poserais alors? Non, je dis que mais qui t'a dit que tu étais un Dieu, toi? Qu'est-ce que tu fais là sur ma chaise? Bon, usurpateur, receleur d'usurpation. Qu'est-ce que tu fais là? Receleur de siège? Toi, je vais prendre mon trône là, mec. Troisième question bizarre. À quoi sert l'art? Là, n'existe pas déjà. Pour servir à quelque chose, il n'existe pas. Bon, je crois que c'est une bonne manière de finir. Hein. L'art n'existe pas, donc il ne peut servir à rien. Alors, non, c'est toi qui le dis. Hein. Je ne peux pas savoir, il faut dire qu'il existe pour savoir. Quoi. Non, tu as dit qu'il n'existait pas, donc s'il n'existe pas. Non, mais Simon, tu ne dois pas parler de quelque chose qui n'est pas là. Je dis qu'il n'existe pas. Je dis qu'il n'existe pas. Tu vois un peu? Et il faut peut-être l'inventer. Ah, ça, c'est un bon programme, ça. Oui, il faut peut-être l'inventer parce que j'ai l'impression que ce que tu as appelé tout à l'heure, le bricolage, tout ça, peut-être qu'il est là, peut-être, et qu'on ne le voit pas. C'est pour ça que... Peut-être le retrouver. Oui, tout le jour, j'ai fait des conneries parce que je suis à la quête de ces trucs-là. Je cherche ces trucs. Tu vois, ça n'existe pas. Merci beaucoup, Simon. C'était vraiment un grand plaisir de me faire cheminer à nouveau sur mes plates-bandes. Et j'espère qu'il y aura une autre occasion. Certainement. Merci. Merci de quoi? On a fait notre conversation, à part qu'il y avait la caméra, mais on va en faire d'autres sans caméra, non?